Salut, c'est Loïc Truchot. On attaque donc ce cycle de formation à Angular 5 en revenant d'abord aux fondamentaux, c'est-à-dire à JavaScript. JavaScript dans sa version 5, ECMAScript 5, celle qui est actuellement sur tous les navigateurs. Je pense que bien comprendre les fondamentaux de JavaScript et toutes ses particularités, et il y en a pas mal, c'est très important pour être à l'aise avec n'importe quel framework après, dont Angular, ne jamais être complètement perdu face à un bug, toujours réussir à faire parler son code. Donc il y a des choses qui peuvent être un peu floues dans JavaScript. On va les regarder toutes ensemble ici avant d'attaquer les nouveautés qui existent dans ECMAScript 6. Donc on s'y met tout de suite. Je vous présente mon environnement qui est très très simple. J'utilise Webpack pour générer un bundle à chaque fois que je sauve mon code en l'état et recharger le navigateur Google Chrome pour qu'on voit instantanément les modifications dans la console. Donc là par exemple, si je écrit test console.log test 2, tout de suite dans la console on voit que ça apparaît, ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Donc rien d'extraordinaire dans cette configuration, on a un index qui pointe sur un bundle qui est ici dans public script, et ce bundle il est généré à partir de app.js à chaque fois que je fais des modifications. On attaque donc avec window, cet objet omniprésent quand on travaille avec JavaScript, mais uniquement avec JavaScript côté front, puisque Windows représente le navigateur et nous permet de faire beaucoup de choses dans ce navigateur, mais en Node, on ne communique pas directement avec le navigateur, donc en Node, on a l'objet global à la place, il me semble. Qu'est-ce que l'objet Windows exactement? C'est deux choses. C'est un environnement d'exécution pour l'intégralité de notre script, on y reviendra juste après, et c'est aussi un objet dans lequel existent toutes les méthodes qu'on peut utiliser avec JavaScript côté client. À chaque fois qu'on utilise console.log, alerte, document.getElementById, tous ces objets, toutes ces méthodes qui nous sont données au départ dans le navigateur existent en fait sous Windows. Ici, si je fais window.console.log de test 3, ça fait exactement comme console.log de test 2, puisque JavaScript, en fait, est un langage qui tient sur une demi-page. If, for, quelques structures de contrôle, quelques mots de syntaxe par-ci par-là, quelques opérateurs, et c'est tout. Tout ce qui est exécuter des méthodes qui font réagir le navigateur, mais même au-delà de ça, créer des objets, tout ce qu'on utilise est relié à cet objet window. Et d'ailleurs, même les grands types d'objets, par exemple les arrays, hein, tout le monde connaît ce grand type. Si je veux créer un nouveau tableau, je peux faire des brackets comme ça, mais je peux aussi faire un new array comme ça. En fait, implicitement, ce que je fais quand je fais ça, c'est un new window.array. Voilà, du même ordre, quand on veut faire un document.getElementById, window.document, ça se trouve là, .getElementById. Tout est relié à cet objet qui nous est donné au départ. Même Windows, si je veux accéder à Windows, puisque je suis dans cet environnement de départ, Windows, évidemment, puisque Windows contient Windows, à chaque étape, je le retrouve à l'infini. Ça peut sembler curieux, évidemment, au départ, mais c'est la manière dont c'est implémenté dans les navigateurs, et il faut comprendre comment cela fonctionne absolument. Donc, retenez bien que à chaque fois que vous utilisez Windows, mais aussi à chaque fois que vous travaillez avec une globale, vous êtes dans l'environnement de Windows. Donc, par exemple, si j'écris test égale bonjour, ok, j'ai l'impression d'avoir créé une globale, hein, mais en réalité, cette globale existe déjà sous Windows. Voilà, de cette manière-là. Voilà pour Windows. C'était important de bien s'en rendre compte
essayez dans votre tête de structurer. Je fais du JavaScript, c'est vraiment, j'utilise des if, des for, des foreign, des bon, j'utilise toute une syntaxe. Lorsque j'utilise Windows, que je fais du JavaScript pour le navigateur, j'utilise vraiment une boîte à outils qui m'est donnée en plus et qui convient de petit à petit connaître à force de travailler avec JavaScript. Voilà. Alors, parlons maintenant de la portée des variables. C'est bien qu'on ait parlé de Windows juste avant, puisque ça va être aussi lié à, Windows, le concept de portée des variables en JavaScript. Windows est certes une boîte à outils dont on peut se servir partout, mais est aussi une sorte d'environnement d'exécution pour tout notre script. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à l'origine, on est dans le scope de Windows. La portée des variables qui sont déclarées maintenant, test2 égale au revoir, c'est partout. On est dans un scope maximal. Bon, je ne suis pas très inspiré, mes exemples sont un peu moyens, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Mais peu importe, on voit ici donc l'utilisation la plus simple d'une variable. Qu'est-ce qui se passe lorsque je déclare une nouvelle fonction? Donc, disons ici fonction lire. OK. A priori, on pourrait se demander, est-ce que j'ai accès à test2 dans cette fonction? Oui ou non? La réponse, on peut la voir en live, si du moins on exécute cette fonction. La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce que chaque fonction qui va être déclarée sous cette fonction globale qui est l'environnement d'exécution va pouvoir accéder à toutes les variables déclarées un cran au-dessus et aussi à toutes les variables qui existent dans la fonction elle-même. Test3 égale un livre. Voilà. Ici, je peux évidemment accéder à une variable que j'ai déclarée à l'intérieur du scope de la fonction lire. Par contre, si je sors de cette fonction et que j'essaye d'afficher test3, instantanément, je vais me confronter à un problème. Pourquoi? Parce que la portée de la variable test3 est la fonction lire. La portée des variables en JavaScript est liée à la fonction dans laquelle elle est déclarée. Cette portée est descendante pour toutes les fonctions qui sont déclarées, par exemple, sous la fonction lire, fonction relire. Ici, je peux tranquillement loguer test3. C'est pareil, ce sera intéressant d'exécuter la fonction pour voir l'effet. Mais par contre, hors de cette fonction-là, hors de cette fonction lire, je ne peux pas accéder aux variables qui ont été déclarées dedans. Qu'est-ce qui se passe si jamais on a un nom de variable équivalent dans une fonction à un nom de variable qui était équivalent dans le scope supérieur? Eh bien, c'est le nom dans la fonction qui va primer dans la fonction. Par contre, hors de la fonction, c'est bien le nom déclaré dans le scope supérieur qui va primer. Ça peut sembler un tout petit peu difficile à comprendre au début. N'hésitez pas à vous entraîner à jouer avec les fonctions. C'est très important de comprendre le fonctionnement du scope des variables en JavaScript. Pour ceux qui ont déjà bossé avec AngularJS, Angular 1, il y a carrément une espèce de variable omniprésente pour discuter avec le template qui s'appelle scope. Elle a tout simplement repris ce fonctionnement naturel du JavaScript pour que la portée des variables soit liée à un component à un moment T, mais ne soit pas systématiquement globale. Donc voilà.
la portée d'une variable est la fonction dans laquelle cette variable a été déclarée. À retenir, très important. Bon, j'ai pris la liberté au montage de commenter tout ce qui apparaissait dans la console pour passer au sujet suivant, les types. Ah, il y a une chose dont je voulais vous parler et que j'ai oublié en parlant de Windows, puisqu'on a accès à tout, hein, vous vous rappelez, Windows, console.log, etc. Test. Puisqu'on a accès à tout dans Windows, dès le démarrage du script, ça veut dire qu'on peut absolument tout modifier avec JavaScript. Si je veux qu'à partir de maintenant, console.log n'ait plus le même effet, je peux tout à fait. Windows console.log égale une toute nouvelle fonction qui fait n'importe quoi, qui fait, je sais pas moi, console.error. Attention, voilà. Ça va être bien ennuyeux et totalement inutile, mais on pourra en voir l'effet. Donc à partir de là, dès que j'utilise console.log, de nouveau de test par exemple, je me retrouve avec mon erreur. Attention. Comment ça se fait? C'est tout simplement puisque, comme je vous disais, toutes ces méthodes qui préexistent sont liées à l'objet Windows et donc sont tout simplement potentiellement toutes modifiables. Donc maintenant, où que j'utilise dans mon code mon console.log, je vais me confronter toujours au même problème. Bonjour. Attention. Et ce, pour tous les exemples que je pourrais faire du nouvel usage de console.log après que j'ai modifié cette fonction. Donc à retenir aussi, parce qu'on va retrouver dans certains frameworks, par exemple avec jQuery, une extension de ce que feraient les erreurs nativement. Et puis quand on va charger Angular, quand on va charger certaines librairies, etc., on va pouvoir potentiellement voir les objets natifs JavaScript modifiés, mis à jour pour certains navigateurs qui les comprennent mal à l'origine, je citerai personne, etc. etc. Donc à retenir une fois qu'on est à l'aise avec le concept de la boîte à outils qu'est Windows. Je m'arrête là pour cette mini démonstration bonus pour attaquer les types. Les types, c'est vraiment hyper important en JavaScript, c'est fondamental de les comprendre parce que c'est très très simple. Il n'y en a que 4 pour ainsi dire, les 3 types primitifs et le type objet. Retenez bien ça et retenez bien comment fonctionnent ces types. On va aborder ça tout de suite. Le premier type dont on pourrait parler est un type primitif, c'est string, la chaîne de caractères. La chaîne de caractères. Donc, par exemple, livre égale crime et châtiment. Super lecture, Dostoïevski. Je ne sais pas s'il y a un S, peu importe. Voilà une variable qui a le type string. C'est un type primitif, comme il en existe deux autres. Booléen, par exemple, is black égale true, ainsi que number, count égale 56. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de float, les nombres à virgule sont des numbers, des valeurs comme infinity sont des numbers. Il n'y en a que 3. C'est les 3 seuls types primitifs. Et en plus, ils sont, entre guillemets, comment on appelle ça avec un joli mot scientifique, j'ai oublié, ils peuvent changer en cours de route. Donc count peut devenir l'idiot, un autre livre de Dostoïevski. Voilà. Comment j'ai écrit ça? Aucun souci pour modifier le type de count à la volée. En tout cas, ces 3 types sont des types primitifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont systématiquement passés par valeur où qu'on soit dans le code. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, c'est génial, vous allez faire un grand bond en avant en JavaScript. Il faut comprendre ça. Si jamais je dis qu'une nouvelle variable, bouquin, est égale à livre, je pense que vous vous doutez de ce qui va s'afficher dans la console. Quand je fais ça,
tout simplement la même valeur que livre. J'ai copié la valeur de livre dans la variable bouquin. Que se passe-t-il si je change la valeur de livre? Donc je vais l'appeler le joueur. Eh bien, bouquin a toujours la valeur crime et châtiment. Heureusement, livre a bien cette nouvelle valeur. Ça veut dire qu'au moment où j'ai fait var bouquin égale livre, j'ai pas mis livre dans bouquin, j'ai copié livre dans bouquin. Idem si j'avais fait ça avec le type isWhite que j'avais essayé de copier isBlack dedans. J'aurais copié mon booléen true ou false, mais je n'aurais absolument pas créé une variable qui partage la même valeur et quand j'en modifie une, ça modifie l'autre, etc. Non, c'est vraiment une copie. Idem pour count a number. Maintenant, il y a un seul autre type que les trois types primitifs, c'est object. Les arrays sont des objets, les functions sont des objets. Donc quand je dis que les fonctions sont des objets, on peut vérifier ensemble. Par exemple, si je crée une nouvelle fonction function test 5, voilà. Hop. Test 5, c'est bien exactement comme un objet. On a beaucoup de propriétés et de méthodes qui sont liées. Certes, test 5 comprend du code à exécuter au moment de l'exécution de la fonction elle-même, mais en soi, c'est un objet. Idem pour n'importe quel array, puisqu'on peut aller chercher la propriété .length d'un array, on peut faire des méthodes d'array comme forEach, etc. Donc, tout est objet à part les types primitifs. Et les objets, en JavaScript, sont passés par référence. C'est-à-dire qu'au moment où je crée un objet, JavaScript le mémorise quelque part, à un pointeur bien particulier, et ensuite, lorsque je passe cet objet à une autre variable, je le passe par référence. Donc on va faire un test tout de suite. Mon objet égale, voilà comment on déclare proprement un objet en JavaScript. Mon prénom, c'est Loïc. Jusque-là, ça va. Enfin, var mon objet 2 égale mon objet. Qu'est-ce que j'ai fait au moment où j'ai mis mon objet dans mon objet 2? J'ai dit à mon objet 2, quand on t'utilise, va chercher les valeurs que tu trouves dans mon objet. OK? Ce qui fait que quand je fais console.log de mon objet et de mon objet 2, on a bien le même objet. Jusque-là, c'est plutôt logique. Maintenant, si mon objet évolue un petit peu, Jean, par exemple, j'ai fait une petite bêtise quelque part. C'est pas du tout comme ça qu'on fait évoluer un objet, c'est plutôt comme ça. Je vois bien que mon objet et mon objet 2 ont évolué, puisqu'ils partagent en fait exactement la même référence à cette construction qu'est mon objet. Donc, fondamental à comprendre, puisque de temps en temps en Angular, vous n'allez pas comprendre pourquoi certaines données se remettent à jour et pas d'autres. De temps en temps, c'est tout simplement parce qu'on a passé une copie d'une string qu'on fait évoluer quelque part, mais la copie n'évolue pas de l'autre côté. Alors que si on avait passé un objet, là, en faisant évoluer l'objet dans un autre composant, puisqu'il était partagé avec ce composant numéro 2, dans le composant numéro 2 aussi, la vue aurait été remise à jour instantanément en fonction de la nouvelle valeur de cet objet. Je ne sais pas si cet exemple est clair, mais on peut prendre d'autres exemples, quels qu'ils soient. Par exemple ici, j'ajoute une nouvelle propriété à mon objet. Voilà. On va juste loguer mon objet 2 pour encore mieux comprendre la démonstration. Donc, non. Mon nom de famille, c'est Truchot.
Voilà, mon objet 2 a pris totalement les valeurs de mon objet 1. Voilà. En soi, c'est pas compliqué, mais essayez de bien comprendre cette distinction, de toujours la garder en mémoire, en particulier lorsque vous travaillez avec Angular ou avec n'importe quel framework dont on a besoin de savoir ce qui a été modifié dans le code pour que la vue que l'utilisateur a devant les yeux évolue elle-même. Il faut toujours comprendre quand est-ce qu'on est en train de travailler avec un objet, quand est-ce qu'on est en train de travailler avec un type primitif. On continue tout de suite avec le check d'égalité. Là, ça va tenir en 3 lignes. En JavaScript, lorsque vous utilisez égal égal, dans un if par exemple, hein, if true égal égal true, vous ne testez pas l'égalité exacte entre true et true, vous testez la vraisemblance. Le fait que ce soit truecy ou falsy en anglais. Donc, je n'ai pas trouvé d'autres mots que la vraisemblance en français, mais il faudra essayer de trouver quelque chose qui parle mieux. Donc, en JavaScript, on retrouve des aberrations telles que 0 égale false. On va loguer ça directement. Ça va s'avérer être true. Il y en a plein des particularités dans JavaScript, des choses qui sont considérées comme plutôt vraies ou plutôt fausses, et quand on les compare avec égal égal, si jamais on compare deux choses plutôt fausses, comme 0 et false, eh ben, il va nous dire que cette assertion est vraie. Si on compare des choses plutôt vraies, idem. Donc, attention, quand vous voulez vérifier l'égalité de deux choses, en JavaScript, quelle qu'elle soit, de deux variables, utilisez toujours le triple égal, qui lui ne vérifie pas si c'est falsy ou truecy, mais qui vérifie l'égalité réelle entre ces deux valeurs. Et 1 ne vaut pas true. Au même titre, vous allez pouvoir constater ici la valeur de livre actuellement, c'est le joueur, que ceci est vrai. C'est totalement logique, mais comme on vient de le dire à propos des types, on vérifie ici livre et la valeur le joueur. Par valeur, on compare deux valeurs. Y a-t-il bien la valeur une valeur égale à le joueur dans livre? C'est ça qu'on compare avec une comparaison de type primitif. Quand on compare des types objets, c'est un petit peu différent. On vérifie si la référence est la même. Ici, c'est true, puisque ça fait référence exactement au même objet. Donc, même si vous avez l'impression, en modifiant mon objet 2, sans avoir modifié mon objet 1, test égale 8, que ces deux objets devraient être différents. Non, ces deux objets sont le même dans la mémoire de JavaScript. Ils sont donc égaux ici. Cependant, si jamais vous créez un autre objet, je vais revenir un petit peu à 0 ici, mon objet 1, mon objet 2, deux objets qui possèdent exactement les mêmes valeurs et qui ont exactement la même structure, leur égalité est fausse. Ils sont deux références distinctes dans la mémoire de JavaScript. Si jamais je fais évoluer mon objet 2 ici, avec un nom de famille, donc show, mon objet 1 ne contient toujours que le prénom Loïc. Ce qui est tout à fait logique, puisque cette fois, c'est deux références bien distinctes, de nouveaux objets ont été déclarés dans la mémoire, et donc, quand on essaye de loguer cette égalité, on voit que ce n'est pas égal. Donc c'est hyper important de distinguer nos trois types primitifs
et l'autre type, objet, pour être une efficacité et d'une logique imparable en codant en JavaScript. Je le recommande. Avant-dernier point à bien comprendre en JavaScript version 5, les closures. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, donc on va aller vite, ça va peut-être être un peu flou. Si ça reste trop flou pour vous, n'hésitez pas à vous référer à cette autre vidéo qui doit être disponible sur la chaîne. Si vous avez bien compris ce qu'on a dit sur la portée des variables, vous allez tout comprendre des closures, c'est pas si compliqué. Que se passe-t-il en JavaScript lorsque je crée une fonction, donc test18, et qu'à l'intérieur de cette fonction, il y a une variable? Eh bien, le scope de cette variable, comme vous le savez maintenant, c'est cette fonction. Test19 n'existe que dans test18. Si jamais je crée une fonction, une sous-fonction, dans test18, j'écris la fonction test20. Ici aussi, je peux accéder à test19. Ça, vous vous en rappelez, dans le scope d'une fonction fille, on retrouve de base les variables d'une fonction mère, avant même, pourvu qu'elle n'ait pas été écrasée par une nouvelle valeur ici. Eh bien, si maintenant ma fonction test18 retournait une fonction prête à être exécutée, test20, est-ce que selon vous, j'aurai oui ou non toujours accès à la valeur test19? On peut vérifier ça tout de suite. Je crée une première variable, je l'appelle func, et dedans, j'exécute la fonction test18, ce qui veut dire que dedans, je retrouve la valeur retournée par test18, c'est-à-dire une fonction qui elle-même est prête à être exécutée. Je l'ai appelée test20, elle pourrait être anonyme, peu importe. Donc, désormais, lorsque je fais ceci, je vais pouvoir voir dans la console la valeur de test19. Même lorsqu'on retourne une fonction à l'intérieur d'une autre, on conserve le scope précis de cette fonction mère. Et ça va nous permettre de temps en temps, lorsque vous allez être bloqué un petit peu dans le code, pour maintenir une valeur jusqu'à un moment T où vous en avez besoin, ça va nous permettre de piéger la valeur de certaines variables au moment qui vous convient. De temps en temps, quand vous travaillez avec des intervalles, de temps en temps, quand vous travaillez avec des boucles, vous êtes étonné de ne pouvoir afficher que la dernière valeur calculée systématiquement et non pas toutes les valeurs une à une. Bref, de temps en temps, vous allez rencontrer des cas en JavaScript ou avec d'autres langages où vous n'accédez pas à la valeur d'une variable au moment qui vous plaît exactement, mais malheureusement, comme vous travaillez avec de l'asynchrone, vous y accédez trop tard, cette valeur est déjà changée. Grâce aux closures, vous allez pouvoir piéger des valeurs en retournant des fonctions qui contiennent le scope dont vous avez besoin, qui contiennent la série de variables et leurs valeurs dont vous avez besoin à un instant T. Donc ça peut sembler flou maintenant. Si c'est très flou, n'hésitez pas à consulter la vidéo sur les closures qui est sur cette chaîne. Voilà. Enfin, pour finir en beauté, parlons de This. This en JavaScript n'a pas exactement la même fonction que dans d'autres langages de programmation orientée objet. Dans beaucoup de langages de programmation orientée objet, on décrit une classe qui va servir d'usine pour fabriquer plein de petits objets qui se ressemblent les uns les autres. Donc par exemple une classe voiture. Dans cette classe voiture, je pourrais créer une méthode qui s'appelle dire ma couleur et qui renverrait thisColor. Ensuite, je crée une voiture verte, je crée une voiture jaune, je crée une voiture rouge. Quand j'exécute dire ma couleur sur la voiture rouge, comme elle doit répondre thisColor, en parlant d'elle-même, elle va répondre je suis rouge. La jaune dira qu'elle est jaune, la verte dira qu'elle est verte, et ainsi de suite. En JavaScript, this fait plutôt référence à l'objet appelant de la fonction dans laquelle on retrouve le mot-clé this.
À la base, évidemment, this a la valeur de window, puisque window est le contexte d'exécution global, comme on l'a vu au début, une sorte de fonction qui s'exécute, et this vaut window, l'objet dans lequel s'exécute cette fonction. Au-delà de ça, si je crée moi-même un objet, sans parler de créer une classe, d'ailleurs on ne peut pas vraiment en JavaScript 5, à part avec des techniques un peu spécifiques, mais c'est même pas des vraies classes comme dans les langages de programmation orientée objet. Bon, si jamais je crée un objet déjà instancié, donc par exemple var, donc toujours un livre, mais cette fois avec un peu plus d'infos. Si j'oublie le égal, ça ne va pas aller. Donc si par exemple je lui donne un auteur, Platon, et un titre, par exemple la République, la morphée ma République, voilà. Si j'ajoute à cet objet une méthode, par exemple dire titre, qui n'est jamais qu'une fonction, et que je lui dis de me loguer this, maintenant je fais livre, dire titre, je vois que this est l'objet dans lequel cette fonction était déclarée. Donc, avec l'auteur Platon, le titre, la République. C'est cet objet complet, celui dans lequel existe la méthode qui utilise this. Donc ça permet, c'est très pratique, de faire référence, par exemple, à l'auteur de ce livre. L'auteur du livre est this auteur. Jusque-là, c'est assez simple. Pas de particularité. Maintenant, en JavaScript, on peut aussi forcer la valeur de this à travers toute une série de méthodes. Donc, par exemple, si je sors titre de mon objet et que j'en fais une simple fonction, comme ça, je vous rappelle qu'on peut déclarer les fonctions tout aussi bien de cette manière-là. Cela dit, elle reste anonyme. Il n'y a plus de livre.dire-titre, ça n'existe plus. Et du coup, this auteur ne fait référence à rien, puisque il n'y a pas de auteur dans Windows. Par contre, dans Windows, il y a document. Comme je vous l'ai dit, maintenant on est dans le contexte d'exécution de l'objet Windows. Donc, on va pouvoir retrouver le document qui contient absolument tout le HTML de la page. Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, comme je vous disais, je peux forcer la valeur de this dans une méthode quelle qu'elle soit. Par exemple, de cette manière-là. Je bind this, donc là, je bind Windows, ou alors je bind livre, et dans ce cas-là, au moment où dire titre va s'exécuter, elle va chercher ça n'a pas marché du tout. Bien sûr que si, ça a marché. Elle va chercher l'auteur du livre à proprement parler. Puisque je l'ai bindé à cette fonction, je lui ai dit la valeur de this, au moment où tu vas la chercher, ce sera l'objet que je te livre ici. Donc, il n'y a pas de complication majeure sur cette valeur de this, il faut juste bien comprendre comment elle marche, et cette fonctionnalité, c'est un peu différent de ce qu'on a dans la programmation orientée objet. Voilà. On a un mot-clé qui marche très bien avec this, c'est le mot-clé new qui permet lui aussi de binder this. Il y en a plusieurs autres, hein. Vous pouvez vous intéresser au mot-clé apply, call, etc. Mais le mot-clé new est intéressant parce que ça nous permet de travailler en programmation orientée objet en JavaScript 5. Je crée une fonction qui va en fait être un genre de classe. Je lui donne donc une majuscule pour bien me rappeler que c'est une classe. Cette fonction
c'est la fonction livre. Si je dis maintenant dans cette fonction livre this.titre égale la République, et que maintenant je crée un livre avec une minuscule pour bien me rappeler que c'est une instance de la classe livre, et avec le mot-clé new, je vais supprimer ça et je vais loguer mon livre. Voilà, j'ai utilisé le mot-clé new pour dire la valeur de this au moment où j'exécute cette fonction livre va être l'objet que tu es en train de créer. Va être tout simplement ce que ici en fait, quand j'utilise le mot-clé new, implicitement ma fonction retourne this. Donc elle crée automatiquement un objet, elle retourne un objet qui est une instance de cette fonction livre, de cette classe livre, alors qu'une fonction normale de base, si je la log, retourne undefined. Ici on va voir, alors une fonction exécutée évidemment, retourne undefined, comme on peut le voir ici. Donc une fonction qui est exécutée avec le mot-clé new, au lieu de retourner undefined, pour commencer, retourne this, retourne un objet qu'elle est en train de construire, et cet objet, je peux y faire référence à l'intérieur de cette fonction avec this, du fait que j'ai utilisé le mot-clé new ici, avant de l'exécuter. Donc c'est pas si compliqué, et c'est une fonctionnalité puissante qui permet de travailler avec des pseudo-classes en JavaScript. Donc évidemment ici je pourrais faire une cinquantaine de livres qui auraient tous le même auteur et le même titre, mais comme je peux passer ici en argument l'auteur et le titre, voilà, Platon, le banquet, varions un peu. Ici, évidemment, il faut que mes paramètres soient appliqués. Ici, ça ne devrait pas être une virgule, mais un point virgule. Voilà, on a bien un banquet. Et puis, ce qui est bien, grâce à cette classe, cette pseudo-classe, c'est qu'on va pouvoir faire tout de suite un livre 2. Aristote. Il a écrit quoi, Aristote? Il a écrit de l'âme. Soyons philosophes. Maintenant, je peux loguer livre 1 et livre 2. Voilà, on s'est servi de cette classe, de cette petite usine pour créer plein de nouveaux objets qui sont tous différents mais qui se ressemblent énormément. Ils ont tous un auteur et un titre. Je peux retirer ce return this, je vous rappelle qu'il est fait automatiquement par le new. Au même titre que le return undefined est fait automatiquement quand il n'y a pas de new devant et qu'on n'a pas spécifié un return particulier dans une fonction. Ça return undefined tout simplement. Alors ce qui est intéressant quand on en est là, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin justement. C'est en rajoutant tout simplement des méthodes. Donc par exemple ici, je pourrais dire qu'il y a dans mon objet, dans mon futur objet, la méthode dire titre égale function blablabla, console.log, le titre de cet ouvrage est this.titre. Je prends donc mon livre 2 par exemple et je lui dis de dire son titre. Dans la console, voyons ce qui se passe. Le titre de cet ouvrage est de l'âme. Alors cette manière de faire des classes, c'est surtout ce this.dirtitre, cette méthode branchée dans le this, est pas spécialement
comment dire, optimisé. On pourrait mettre dire titre dans le prototype de livre. On ne va pas s'éterniser sur des matières comme le prototype ici, c'est pas du tout le sujet. Le prototype, c'est quelque chose d'assez compliqué en JavaScript. Même à un bon niveau de compréhension, ça reste parfois flou, je vous le garantis. Et surtout, on ne va pas s'en servir quand on va utiliser des frameworks comme Angular ou autres. Va se servir du prototype qui existe dans chaque objet en JavaScript, plutôt quand on va développer son propre framework ou ses fonctionnalités très très spécifiques en JavaScript. Donc, on n'en parle pas plus que ça ici. Bon, il y aurait d'autres manières du coup d'ajouter cette méthode à la classe livre d'une manière plus optimisée et partagée par toutes les instances. Mais tout ça pour dire que déjà en l'état ça marche, on comprend bien l'utilisation du mot-clé this. Tant qu'il n'y a pas le mot-clé new, this fait référence à l'objet en train d'exécuter une fonction. Quand il y a le mot-clé new, this fait référence à l'objet qui est en train d'être créé par la fonction qui fait office de classe et qu'on est en train d'utiliser. Tout simplement. Voilà, j'espère avoir été utile pour vous, aider à démystifier un petit peu tous ces concepts. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo, vous entraîner, vérifier que je n'ai pas dit de bêtises en jouant avec votre console. Voilà, regardez un petit peu les liens que je vous donne en commentaire. Et puis, rendez-vous dans très peu de temps pour parler d'ECMAScript 6. On a encore beaucoup à faire et vous allez voir, ça devient assez extraordinaire, la puissance de JavaScript avec tout ce que nous apporte ECMAScript 6. À très vite.